For the undisputed UFC. Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club. Ouais, on va parler de l'UFC 278, la carte qui fait l'unanimité sans transcender pour autant. La carte pourtant assez action fight. On va se focus sur Usman, Edwards, Costa et Rockhold et on va lâcher quelques pronos pour la main carte. Avant ça, une petite parenthèse pour vous dire qu'avec le code MMA Club 20, vous avez 20% de remise sur askarifighter.com, c'est le site de fringues et de matos de sport de combat. Puis avec le code promo MMA Club 10, vous avez 10% sur les packs protéines, BCAA, spiruline, vitamine C, post-workout, tout en un, que je teste actuellement. Et c'est un cran au-dessus de ce que j'ai testé jusqu'à maintenant. En termes de digestion, c'est plutôt cool. En termes de goût, c'est plus ou moins pareil, parce que ça dépend de ce avec quoi je mélange. Et en termes de miscibilité, par contre, c'est incroyable. Voilà. La miscibilité, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on mélange son shaker. S'il y a des grumeaux ou pas, la miscibilité c'est ça, et franchement c'est beaucoup plus fluide que certaines autres marques. On sait. Retour à UFC 278, donc ça aura lieu le 20 août à Salt Lake City. Moi je trouve qu'on a une carte assez innovante, très rafraîchissante, même si encore une fois, elle tient pas tête aux annonces qu'il y a eu pour l'UFC 280 ou 281 par exemple, voire 282, parce que là on est en train de parler. J'ai entendu parler de Ngannou contre Jones pour décembre, à prendre avec des pincettes. Donc UFC 278, il y a des combats qui sont un petit peu inattendus. Moi, je trouve que ça a l'air plutôt explosif. Installez-vous confortablement. Let's go. On commence tout de suite avec le choc Usman contre Edwards. Donc les deux hommes se sont déjà rencontrés en 2015. Là, on efface tout et on recommence. Usman, c'est devenu un action fighter et Edwards, c'est devenu un fin tacticien. En plus, ça nous rappelle quand même que ça fait presque 10 ans de carrière UFC pour tous les deux. Donc Usman est en train de nous proposer des choses intéressantes. Une potentielle montée en light heavyweight, il en a parlé, c'est assez attractif. Ça se traduit potentiellement par le fait qu'il est conscient d'avoir fait le tour en welter. Et c'est surtout une génération qui arrive qui aura un truc un petit peu ingérable pour lui. De toute façon, c'est une génération qui a un petit peu un truc ingérable pour tous. On le voit avec Jiri Prochazka. Donc c'est un peu le même délire. Donc Usman il est en train de nous proposer des nouvelles options, voilà, pour 2023, 2024, je sais pas. Ce qui fait du bien, c'est d'avoir quelqu'un d'autre en face que Masvidal ou Covington. Je sais pas vous, mais moi j'en avais un petit peu marre dernièrement de ce qui nous était proposé en haut du classement. Il y avait Edward là qui va nous proposer autre chose, un profil qui passionne pas tout le monde, mais qui a le mérite de mériter sa place et d'avoir des arguments potentiels pour faire déjouer le champion, pourquoi pas. Sportivement parlant, en tout cas, c'est le cas. Et Dana White, niveau vente de pay-per-view, j'avoue que pour lui, ce sera pas la meilleure carte de l'année. Mais elle a quand même des bons faire-valoir, surtout qu'il y a des combattants de tous les continents, donc ça peut être très intéressant. La première question, la première chose très imprédictible, c'est la capacité de Rocky Edwards à entrer et sortir, chatouiller le visage adverse sans se faire toucher. Il en a la capacité. Globalement, la stratégie, c'est de gagner des rounds. Donc, des fois, c'est un petit peu ennuyeux. On parle de quelqu'un qui a eu 8 décisions sur ses 10 derniers combats, sans compter Belal Muhammad et le IPOC qui a donné lieu à un no contest. Il y a aussi une stat cohérente à ça, c'est qu'il a combattu 3 fois en 5 rounds sur ses 5 derniers combats. 3 décisions, que ce soit Cerrone en fin de course, RDA, Robert Dos Anjos, Rafael Dos Anjos, pardon, ou Nate Diaz, increvable. Il ne termine plus ses adversaires. Voilà, donc son problème vient du KO power. Sur 5 rounds, il n'a pas la possibilité de finir ses adversaires. Et on a vu contre Nate Diaz que c'était compliqué. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, Usman, lui, il va contrer ça et ça va pas pardonner, tu vois. Usman, ça n'a jamais été le plus grand action fighter de l'histoire. Autant son style a évolué vers un style de finisseur créatif opportuniste,
Contre Masvidal, il lui arrache la tête grâce à un petit jab d'ouverture de garde. Et bim, derrière, il envoie la lourde. Travailler et retravailler. Et il est opportuniste parce que quand ça veut pas, aussi, il sait dominer sans trop se mettre en danger. Ça, on l'a vu aussi avec Covington, avec Masvidal, le premier combat. C'était un peu plus laborieux, c'était un peu plus compliqué. Donc voilà, il a vraiment deux approches de combat. Ousmane, soit ça peut être très long, soit ça peut être très court. Ça dépend aussi de l'opposition qui est donnée. Donc la deuxième chose, est-ce que Edward peut compter sur sa lutte pour les transitions et les changements de niveau? Non, clairement. Donc là, on réduit considérablement l'angle de tir. Donc là, en gros, si t'es un peu un sniper, tu peux considérer que t'as qu'une balle et que tu vois pas bien la cible. Tu vois que la cible, c'est une espèce de lapin sous Red Bull à 100 mètres de distance. Ceux qui font du tir ne diront pas le contraire, ça devient compliqué. Voilà, le troisième point, est-ce que Ousmane va accepter 5 rounds faire de l'escrime? Voilà, on touche, on sort, on touche, on jab, on claque un low kick et rebelote. Non, je pense pas. Je pense que t'as beau être le champion, tu dois gagner tes 3 rounds, éventuellement ne pas te faire outstriker si t'en perds 2. C'est peu probable, mais on a vu encore une fois contre Masvidal, il a fini par aller chercher lui-même le finish. Donc les appuis d'Edward sont très différents de ceux de Masvidal, mais quand on a un indicatif sur sa volonté de passer de moins en moins de temps dans la cage, eh ben, on sait que maintenant, par rapport à ce critère-là, Ousmane, il risque d'aller chercher lui-même les finishes. Voilà, on l'a vu plusieurs fois et ça se confirme. Il veut passer de moins en moins de temps dans la cage. Donc là, la question suite à ça que je me pose, c'est un peu plus français, est-ce qu'on va s'ennuyer comme Adesanya contre Cannonier? C'est possible qu'on ait la même configuration de combat et que par la force des choses, on soit bloqué dans une sorte de boucle de pattern minimaliste. Comme je disais tout à l'heure, ça touche, ça sort, ça claque un kick, machin, voilà, gentiment. En gros, ça tout dépend de la volonté, donc la possibilité d'Ousmane à créer des ouvertures, parce qu'on n'attend pas de Edward qu'il le fasse, on n'attend pas de Edward qui donne de l'action fight avec la création d'ouverture, bien que ce soit lui le challenger. J'ai du mal à le voir saisir cette opportunité. Moi, je le vois vraiment faire un 5 rounds, parti pour faire un 5 rounds et les terminer. Voilà. Plus sérieusement, quel est le domaine où Edward a le plus de chances de surprendre le Nigerian Nightmare? Quel est le domaine où Edward a le plus de chances de le surprendre? Est-ce qu'il y en a un? En boxe peut-être? C'est le seul domaine où il frappe plus qu'il n'encaisse pour l'instant. Et il a un taux de défense de takedown de 70%. Donc il peut éventuellement jouer là-dessus pour prendre 3 rounds debout. Les deux, ils ont un déficit de JJB, finalisation de JJB du moins. Donc ça risque de grappler pour contrôler, uniquement chercher au mieux une full guard. C'est tout. Concernant Ousmane, si on se pose la même question, c'est de suite un petit peu plus évident. Il a l'avantage dans quasiment tous les domaines. Est-ce qu'il peut être moins innovant, mais un seul coup peut finir le combat? Oui. Il mixe rapidement, facilement. Il a du volume corporel qui est à son avantage. Il est quand même bien plus massif. Dos contre la cage, il a les pieds dans du ciment, tu peux pas le bouger. Donc voilà, moi quand je mets tout ça bout à bout, c'est aujourd'hui, c'est le seul. Je sais pas si vous avez regardé cette stat, mais c'est le seul artiste martial à 100% de takedown défense à l'UFC. C'est effrayant. Donc ça, c'est une stat qui peut valoir cher. Alors qu'est-ce qui cloche avec Ousmane? La pire chose qui pourrait arriver à un champion, c'est de plus savoir très bien ce qu'il fait là, de ne plus avoir faim, d'avoir envie de changement, de douter, ou d'avoir un trouble d'adversité. C'est-à-dire que d'avoir un moment donné, l'adversité qui descend de niveau, on s'endort, on se laisse un petit peu endormir. Sans qu'il a besoin d'autre chose, Edward arrive avec un peu de fraîcheur, un peu d'envie, et cette chance pour la ceinture qui se concrétise. Il faudra pas rater le poids, il faudra pas hypoc, il faudra même tout faire parfaitement pour espérer draguer le maximum de points. Voilà, ça on l'a déjà dit, ça risque d'être compliqué. Donc pour moi, c'est les questions que je me pose sur Ousmane, sur sa fragilité en ce moment. C'est quand un mec qui demande à changer de catégorie, quand un mec qui commence à avoir ce genre de questionnement, soit c'est pour aller chercher un nouveau challenge, soit c'est parce qu'on s'ennuie. Et dans le deuxième cas, c'est un peu dangereux par rapport à l'adversité. Côté statistique, on a un différentiel de victoire qui est quasiment identique, contre toute attente. Ousmane, il TKO un peu plus. Edward, il soumet un peu plus. Edwards, il est parti pour absorber quasiment 50% des frappes signifiantes et Kamaru, il en enverra environ 4,6 par minute. Comment ça faire? Côté takedown, le champion en envoie jusqu'au double avec 100% de défense, ça je l'ai déjà dit.
contre 70% de défense pour Edwards, ce qui sera déjà pas mal. Il y a un taux de soumission qui est proche du néant des deux côtés. Surtout qu'Edwards, il était à 15 ou 16% dernièrement, il est à 15 ou 16% en général, mais il a plus soumis quelqu'un depuis longtemps. Et pour gentiment évaluer la durée du combat, on est à 15 minutes ou plus dans la cage en moyenne pour le Jamaïcain et presque 17 pour le Nigérian. Donc c'est un combat qui va durer, ça me paraît évident. Voilà. Pour le pronostic, Kamaru Usman devrait sans grande surprise défendre son titre avec succès, mais il faudra être à 100%, il ne faudra pas sous-estimer Leon Edwards. Il est capable de gagner en endormant le combat, en prenant ses rounds et en gardant la distance. Moi, je ne serais pas surpris que ce soit un combat ennuyeux du point de vue du grand public, entre guillemets. Voilà. Néanmoins, je vois Usman gagner à la décision, un petit 48-47, des familles, le minimum syndical. Merci, au revoir. Ensuite, on passe à Paulo Costa contre Luke Rockhold. Paulo Costa qui a 13 victoires et 2 défaites. Luke Rockhold qui a 16 victoires et 5 défaites. Il y a deux choses avant ce combat. C'est que des certitudes viennent heurter des belles questions. La certitude que Rockhold est un dur à cuire, oui, puisqu'il s'envoie dans les sparring comme il s'envoie dans la cage, qui est plutôt pas bon signe. La certitude que ce combat n'ira pas au bout de 2 rounds, j'en suis quasi sûr. La certitude que le style old school est bel et bien terminé, malheureusement, oui, à 99%. Tout ça, toutes ces questions, je ne les mets pas sur la table pour rien. Avec Luke Rockhold, on sait qu'on va pas s'ennuyer. Voilà. Sa dernière décision, elle remonte à 2012. Sur ses 10 derniers combats, c'est 7 TKO KO et 3 soumissions, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. Donc lui, il est absent depuis juillet 2019. Il a vraiment donné du divertissement, des belles victoires. Il a un palmarès qui est vraiment honorable. Et il a ce côté un peu gênant, où au moindre impact, son cerveau déconnecte et tout le monde se moque un peu de lui parce qu'il est un peu prétentieux, parce qu'il s'avance beaucoup dans ses déclarations. Donc il a ce côté un petit peu polarisant où on aime bien ça, on aime bien suivre Luke Rockhold pour les avant-combats et les après-combats où il déguste pas mal. Bon, un peu comment on dit, malveillant, mais ça fait partie des petites choses, des à côté en fait, des à côté qui il le cherche un peu. Donc bon voilà quoi. Voilà, il nous montre des vidéos où il se part dur, il parle fort. On n'arrive pas à revoir cet engagement dans la cage à tous ses combats, bien sûr, parce que c'est quand même un super combattant. Moi, ce qui m'inquiète le plus avec lui, c'est que c'est un combattant ancienne génération avec des codes d'ancienne génération, genre kickboxer. Tu reçois fort, tu bloques, tu serres les dents et tu remises fort. Ça a montré ses limites en MMA depuis longtemps. On a vu ce week-end, par exemple, le week-end dernier, il y avait Vicente Luque, un grand combattant, c'est sûrement un de mes combattants préférés, mais il a montré des grosses limites du style old school dès qu'on a un MMA un peu plus dynamique, un peu plus contemporain. Donc moi je m'inquiète un peu de ce point de vue-là par rapport à Luke Rockhold. Voilà, plus de la moitié des mecs qu'il a battus sont maintenant à la retraite. Et ça, c'est des indicatifs qui sont généralement pas très positifs. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'un autre côté, mais j'y crois pas des masses, on peut espérer qu'il a pas pris trop de coups durant ces 3 dernières années de sparring. Et comme c'est du genre à s'envoyer, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait fort. De l'autre côté, Borrachinha, c'est pas la meilleure période de sa carrière. Il y a eu un avant et un après Adesanya. Comme pour ceux qui ont eu affaire à John Jones. Il y a eu un avant et un après, clairement, là-dessus, c'est efficient, c'est sûr. Mais quand même, le Brésilien, il est un peu plus frais que l'Américain. Il sort de 2 défaites, donc contre Adesanya, puis Marvin Vettori. Un 5 rounds qui a au moins confirmé qu'il avait la caisse pour travailler sur 5 rounds. Par rapport à Luke, il a pris moins de dommages globaux. Il a une gestion de carrière un peu plus stable. Il semble avoir réglé un gros problème, on l'espère. C'est son hygiène de vie qui est moyenne. Niveau cutting, on a enfin l'impression qu'il prend les choses au sérieux. Il est massif, il est monstrueux. Il l'était déjà, mais on voit qu'il a éliminé le superflu. Il est au pic de sa forme. Ses photos Twitter là ne mentent pas. Donc voilà, Borrachinha, il risque fort de rouler en avant, de pas avoir de marche arrière à l'ancienne. Comme il l'a fait un peu avant son title shot. Sauf que c'était pas les mêmes noms qu'il affronte maintenant, bien sûr. Quand c'est contre des mecs intelligents et disciplinés comme Vettori ou Easy, c'est pas évident. Une fois que tu sors du top 3, top 5, c'est une stratégie qui s'adapte un peu plus pour lui. Donc s'il y a un domaine dans lequel les deux ils vont se tester, c'est sûrement l'échange de kicks. En termes de puissance, le Brésilien il a peut-être l'avantage. En termes d'intelligence sur les timings, la précision, c'est peut-être l'Américain qui doit pouvoir miser ses low kicks d'entrée qui pourraient gêner la marche avant. Si Rockhold parvient à faire ce travail justement de destruction de jambes, tout le R1,
Le round 1, voilà, le plan va évoluer et Costa n'aura plus le même game plan, le même entrain à aller de l'avant. On l'a vu contre Adesanya, que ça l'a complètement déstabilisé, même s'il faisait une petite poker face. Donc la question que je me pose par rapport à ça, c'est est-ce que les deux mecs qui combattent moins de 10 minutes et moins de 7 minutes en moyenne vont appliquer des grosses stratégies sur du long terme et analyser le game plan adverse? Ça me paraît pas sûr du tout. Je pense qu'on est sur du 1 round, ça va vraiment se taper fort. On a presque 7 frappes signifiantes à la minute pour Borrachinha, donc pour Costa, et on en a 4 pour Rockhold. C'est incroyable, cumulé, on va se prendre une tornade de coups, ça va être vraiment super comme main event. Le point faible de Costa, c'est qu'il encaisse autant qu'il en donne, alors que Rockhold encaisse 2 fois moins qu'il n'en donne, sauf que les mentons ne sont pas les mêmes. Un combat qui n'ira sûrement pas au sol, sauf cas extrême, et là c'est avantage à l'américain, je pense de loin. C'est peut-être une belle occasion à saisir si ça se présente, mais je le vois pas aller chercher de lui-même du takedown ou du travail au sol. Au final, on apprend que l'américain frappe quasiment autant que le brésilien, il encaisse moins, mais quand il encaisse, eh ben, il prend son KO. Alors que Borrachinha n'a jamais été mis KO. Il a perdu par TKO contre Israel Adesanya, mais c'est tout. Voilà. Tous ces indicatifs nous donnent une idée de ce qui va se passer durant le combat. Mon pronostic, un pronostic qui me paraît naturel, c'est celui de Paulo Costa qui met KO Luke Rockhold dans le deuxième round, début de deuxième round. Cela dit, l'Américain peut aussi créer la surprise. Si le combat il vient à durer, je le vois bien soumettre le Brésilien dans le round 3 ou le round 4, puisqu'il est quand même à l'aise dans tous les domaines. Voilà, c'est son avantage, c'est qu'il est un petit peu plus polyvalent que le Brésilien. Voilà, j'en ai fini pour ce deuxième combat de la main card. Maintenant, je vais faire les pronostics de la main card. J'ai dit Kamaru Usman à la décision, Costa TKO au deuxième round, KO au deuxième round. Maintenant, Aldo, je vois Aldo gagner à la décision contre Merab, parce que je trouve que Merab, il est moins complet dans tous les domaines. D'une manière générale, je vois pas Aldo se laisser déborder dans un seul domaine. Merab est un peu plus, je sais pas comment on dit, unidimensionnel, je sais pas si ça se dit. Je le vois un peu plus bloqué dans un domaine s'il s'en sort pas, ne pas aller chercher de solution ailleurs. Bon, on verra. Romanov, je vous le vois passer le TKO au deuxième round parce que voilà, c'est son heure. Tibura, il prend le Roumain au plus mauvais moment. Il est dans une temporalité qui est parfaite pour affronter le Polonais. Voilà, dynamiquement, physiquement, mentalement, c'est l'heure de faire des vues, c'est l'heure de faire du highlight. De toute façon, il y a un renouvellement des poids lourds en ce moment. C'est l'heure, on le sent. Donc, je dis Romanov, TKO, deuxième round. Ensuite, on a Tyson Pedro contre Harry Hunsucker. Donc, clairement, Pedro, je le vois passer le KO au premier round. Hunsucker, pour moi, c'est un poids lourd. Il est perdu, il ne sait plus ce qu'il fait, il sait plus où il va, dans quelle catégorie combattre. Il me fait penser malheureusement à Alexander Gustafsson. Là, il commence à faire le yo-yo, il commence à se demander ce qu'il fout là. Malheureusement, Hunsucker, il n'est pas au niveau. Je vois Pedro passer le KO rapidement. Voilà, on va voir, hein, peut-être que ça va être l'inverse, peut-être que je vais complètement me foirer. Parce que Pedro, des fois, il passe à côté de ses combats, alors qu'il a vraiment du talent. Pedro est bon quand il combat chez lui. Et malheureusement, des fois, il fait vraiment des combats très bizarres. Et des choix très bizarres dans la cage. Donc voilà, lui, il a une sorte d'aura quand il combat avec ses potes sur la carte. Donc on verra. On verra. Voilà. Pour ce podcast UFC 278, on en a terminé. Je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air, à partager et à commenter la vidéo. Je vous invite à me suivre sur instagram.com/MMA-club-fr tout attaché. Je vous remercie pour vos retours et vos messages. Et comme d'habitude, je vous fais des gros bisous.